C'est aujourd'hui qu'on va voir ce que ça donne quand les booktubers français choisissent ma pile à lire. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la première d'une série de vidéos « Je lis les favoris de ». Entendons-nous au départ, ça devait être un vlog, mais finalement, ça en sera pas un, parce que tout ce que je vais vous filmer là aujourd'hui, je l'ai déjà filmé, mais je voulais me le faire en mode cool, genre dans la maison, avec la caméra, comme ça, en parlant. Si vous voyez le résultat, c'est épouvantable. T'sais, ça fait ça, comme ça, et l'éclairage passe du rose au blanc, et le son, je vous parle même pas du son, c'est une catastrophe. Bref, je voulais faire ça pour me sauver du montage. Non, ça marchera pas, ça se peut juste pas. On va donc avoir une vidéo on ne peut plus classique de moi assise devant ma bibliothèque, non, moi, ma bibliothèque, ça serait mieux, où je vais lire 5 romans qui faisaient partie des favoris de 5 booktubers avec qui j'avais beaucoup de choses en commun. Beaucoup de goûts communs, ouais, ça serait mieux de dire beaucoup de goûts communs. J'avais toutes que des critères. En fait, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, qui m'a pris une éternité à monter, je parlais des listes de tout le monde, puis je me faisais des pré-piles à lire. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais ici, je vais me concentrer sur les 5 booktubers dont j'ai lu un roman de la liste de favoris 2024. Allons-y tout de go! Donc, on va commencer avec Cornelius. Dans la liste de Cornelius, j'avais présélectionné Annihilation de Jeff Vandermeer, Après toi les ténèbres de Gus Moreno et Harrow the Ninth de Tamsyn Muir. En fait, ça c'était un deuxième tome, mais moi j'avais dit que je lirais le premier. Allons donc voir un petit extrait de ce que Cornelius avait dit pour me convaincre de choisir ce que j'ai choisi. Ma meilleure lecture de l'année. J'ai adoré, quelle merveilleuse lecture. Ce livre, c'est Harrow la 9e, le second tome de la saga du tombeau scellé de Tamsyn Muir. Et donc le premier tome prenait la forme d'un huis clos, un petit peu à la Agatha Christie, à la sauce SF et fantasy, puisque il y avait une série de meurtres, chaque nécromancien était retrouvé mort au fil des pages du livre, et donc les nécromanciens restants menaient l'enquête. À côté de ça, on avait des épreuves de nécromancie, avec voilà des scènes d'action assez folles. Ça, c'était le premier tome. Je me suis lancé dans le second tome. Et le second tome est venu bouleverser tout ce que je pensais savoir du premier tome, et surtout, ça a été une lecture folle, puisque le second tome réussit l'exploit de mélanger, je crois, tous les genres possibles de la littérature. Tamsyn Muir a vraiment créé un univers complet, complexe, logique, magique, intriguant. Vraiment, je suis bouche bée. Allez, soyons francs, avouez que vous n'êtes pas surpris de mon choix. Avouez. Je vous le dis d'avance, je suis pas retournée voir la vidéo avant de vous parler du livre. Fait que j'espère que je répéterai pas trop ce que lui a dit. En tout cas, ça risque de s'organiser par la magie du montage. Alors, non seulement j'ai lu le premier tome, mais j'ai lu le deuxième tome, mais je suis au milieu du troisième tome de cette série. Est-ce que vous pensez que j'ai aimé ça? Sérieux? À votre avis? La série du tombeau scellé, c'est de la SF. Sauf que quand on commence, on sait pas trop, c'est-tu de la fantasy, c'est-tu de la SF, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on atterrit dans un monde, puis faut comprendre, il faut comprendre, puis ils nous le diront pas si clairement. Moi, j'adore ça, j'adore découvrir petit à petit les univers, voir comment ça fonctionne. Là, j'avoue que le premier tome, je l'ai écouté en audio, puis j'aurais pas dû, parce que 1, les voix me tapaient sur le système, et 2, il y a vraiment beaucoup de personnages, puis juste en audio, on dirait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à les démêler. J'étais démêlée à la fin. Fait que mon plaisir de lecture du premier tome, il a été un peu entaché par ce contexte-là, mais quand même, c'est une série complexe, c'est une série complètement intriquée, il y a des Easter eggs partout, et à la fin du premier tome, là, on n'a pas vraiment compris où ça s'en va, c'est impossible qu'on sache, en fait. Dans le premier tome, notre personnage principal s'appelle Gideon, elle provient de la 9e maison, la maison des morts, parce que chaque maison a un peu son rôle et son motto. Et elle, là, est bien tannée d'habiter avec un paquet de croulants. Ce qu'elle veut, c'est sacrer son camp. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que j'ai oublié comment elle l'appelait, la fille, il y a un nom avec fille, qui est la fille des 2 dirigeants. Elle a décidé de la faire suer jusqu'au bout. On dirait que c'est sa mission dans la vie. Et la laisser partir, il n'en est pas question.
Devinez comment cette excellentissime fille, c'est pas ça le nom, s'appelle. Elle s'appelle Harrow. Si vous avez suivi, c'est le nom du tome 2. OK? Ça donne une idée. Puis je pense que c'est ça qui m'a dérangé dans le tome 1, la voix qui était prise pour faire Harrow. Puis je savais qu'il aurait fallu que je m'attache peut-être un peu, même si c'est pas si évident, parce que c'est l'héroïne du tome 2, tu sais. La voix, et que c'était gossant. Bref, ça commence comme ça. On va rencontrer nos personnages comme ça, mais assez rapidement. Non, pas tant rapidement, mais après un petit bout, le nécromancien de chacune des maisons est appelé par Dieu lui-même sur la première planète qui n'est plus habitée, pour un genre de jeu d'énigmes pour passer à un statut supérieur. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ce que c'était. Qu'est-ce que Gideon vient faire là-dedans? C'est qu'en fait, le cavalier de la 9e maison n'a aucune envie d'aller se battre parce que lui, ce qu'il aime, c'est la poésie, voyez-vous? Donc, Harrow va passer un marché avec Gideon et les deux vont se ramasser sur cette planète, sur ce vaisseau-là, où ça devient un peu à la Agatha Christie parce que les gens commencent à mourir et ce n'est pas si clair que ça. Pourquoi? J'aurais dû dire la raison n'est pas si claire que ça, hein? Ça aurait été mieux phrasé, plus syntaxiquement correct. Je sais. Ça, c'est le tome 1. Il y a plein de nécromancie dans tout ça. On se rend compte qu'ils peuvent animer des squelettes. Il y a la magie de la chair, la magie des os. Bref, il y a des trucs qui sont assez gore des fois et il y a certaines batailles qui sont « Ah d'accord, ah oui, on va aller là ». En résumé, même si j'étais pas tant certaine du premier tome, à la fin, j'étais tellement dedans qu'il fallait que je continue. Alors là, t'ouvres le 2e livre en te disant « Je vais replonger dans cet univers-là ». Oui, mais non. Parce que c'est compliqué, en fait. Quand on commence le 2e livre, là, on se demande si on n'est pas atterri sur une autre planète. Parce que là, on a Harrow comme personnage principal. Remarquable fille. Il l'appelle-tu Remarquable fille? Je sais plus, j'ai continué en anglais après. En tout cas, on est avec Harrow. On a une narration au-dessus qui est très différente de la première. Et des parties à la 3e personne qui semblent nous ramener dans le passé. Sauf que là, je venais juste de lire l'autre. Puis j'ai dit, attends, mais c'est pas ça qui s'est passé. Alors, on est où? Où est-ce qu'on s'en va? On n'en a aucune idée. Pour apprécier ce tome 2, qui selon moi passe ou casse, il faut accepter de rien comprendre et de se laisser porter par cette histoire-là et de voir où ça s'en va, tout en sachant que tout est attaché, tout est lié, ça se tient presque parfaitement. Ben, je dis presque parce qu'il y a peut-être des failles puis je les ai pas vues là. Moi, je les ai pas vues, je trouvais que c'était un tout assez extraordinaire, un peu mastercraft en fait. Alors, en gros, je suis enthousiaste, je suis complètement partie dans cette série-là. J'adore ça, c'est complexe, c'est sombre, il y a des batailles très... Disons qu'il y a beaucoup d'organes internes qui entrent et qui sortent des différents corps. On ajoute à ça une pincée d'humour, une bonne histoire et je suis accro. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. On passe maintenant à Flowfly. Dans sa liste, j'avais repéré Bravoure de Witty Imaera, S'aimer dans la grande ville de Young Park, ainsi que Échappée de Manon Junio. Je passe la parole à Floris pour vous parler de sa meilleure lecture de 2024. C'est Bravoure de Witty Imaera, qui est l'histoire d'un jeune homme homosexuel dans la communauté maori. Et donc évidemment, il se fait rejeter par sa famille parce que homosexuel, mais il va se rendre compte, grâce à une tante, une vieille tante, la sœur de son père qui est plus âgée, que dans cette famille, il y a déjà eu un cas d'homosexualité. J'ai adoré parce que y a ce parallèle entre les deux histoires. En même temps, c'est hyper actuel, plus sur la fin, j'en conviens, parce qu'on parle notamment de minorités sexuelles dans des minorités ethniques. Non, mais c'était donc bien bon, ce roman-là. C'était excellent. Moi qui suis fan de super belles plumes travaillées, poétiques, ici c'est pas ça, c'est un style sans fioriture, c'est assez direct, mais l'histoire c'est tellement romanesque, les thèmes qui sont abordés, les personnages, c'est tellement bien que j'ai pas eu besoin de cette plume-là pour entrer totalement dans cette histoire-là. Ah, c'était bon, c'était excellent. Notre personnage principal s'appelle Michael, il est gay, il est maori et il est issu d'une lignée très très prestigieuse. Son père c'est le king du village, rien de moins. Sauf que papa est très très ancré dans les traditions et dans cette culture-là, les personnes queer, c'est comme pas bon. Il lui a montré très très gentiment la porte, en fait pas très gentiment la porte. Sauf que pauvre Michael, son chum, pour qui il avait décidé de faire son coming out, décide de le sacrer là au même moment. Ça va pas bien, tu sais, il est face à lui-même, là, c'est comme, il est qui maintenant? Est-ce qu'il est un homme gay? Est-ce qu'il est un maori? Comment on peut être les deux dans ce contexte-là? À ce point débarque ma tante, la sœur de son père, lui dit, tu sais,
C'est pas la première fois que ça arrive dans la famille, je vais te remettre quelque chose et ça concerne ton oncle. Ton oncle, il s'appelle Sam, ton oncle, il a fait la guerre du Vietnam et ton oncle a été effacé de l'histoire familiale pour à peu près ces raisons-là. On se balade donc entre l'histoire de Michael et l'histoire de Sam. Ça parle de culture queer, ça parle de l'identité homosexuelle dans cette communauté maori ou encore en Nouvelle-Zélande. Michael, il y a des amis qui sont très, très engagés, qui se battent pour la cause. Les causes, en fait, les causes des identités maoris et la cause des droits des personnes queer. Et ça parle aussi de toutes les relations humaines qui sont tellement compliquées, que ce soit des relations familiales ou des relations de couple. On va rager après certains personnages, là. Il y en a là, on a le goût des étrangler. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que oui, on sent que l'auteur avait des messages à faire passer, mais c'est surtout hautement romanesque. C'est une histoire et la cause qu'il y a derrière va apporter plus encore à l'histoire. On sent pas que l'histoire a été écrite pour ça. C'est comme une vraie histoire, on y croit à ces personnages-là. Ils sont tous attachants, ils sont tous remplis de zones de gris, remplis de contradictions également. Et quand on parle de la culture maori, oui, on va célébrer la beauté de cette culture-là sans non plus occulter ses côtés qui sont un peu plus sombres, notamment à l'égard des personnes queer. Il y a énormément de thèmes et moi j'ai trouvé que l'auteur réussissait à les aborder avec juste assez de profondeur pour laisser son lecteur réfléchir à sa guise, faire des recherches s'il le souhaitait. J'aime pas ça quand ça m'est prémâché. Les scènes de guerre, ils sont horribles. L'histoire de Sam, c'est tellement une bonne personne, ce Sam-là. C'est tellement émouvant. Oui, il y a des drames, mais il y a de la lumière aussi, il y a de la beauté dans tout ça. J'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré ce roman-là. Merci Floris! On continue et on s'en va chez Pipin Demi. Dans sa liste, moi j'avais présélectionné Bride de Ali Hazelwood, In the Dream House de Carmen Maria Machado et Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Est-ce que mon choix va vous surprendre? Allons voir! Du coup, on a les mémoires de Carmen Maria Machado, In the Dream House. C'était à la fois tellement poétique et tellement horrible, n'est-ce pas? On a un peu cet état des lieux. La relation, c'est cette maison et on va se balader de pièce en pièce et on va voir ce qui s'est passé. On n'est pas forcément dans l'ordre de ce qui est arrivé, mais j'admire tellement Carmen Maria Machado pour avoir réussi à poser des mots aussi justes sur tout ce qu'elles ont traversé, avoir réussi à faire de la poésie avec cette relation et cette partie de sa vie qui était vraiment très douloureuse. Je sais pas si vous êtes surpris, mais moi je me suis surprise moi-même à choisir ça, parce que les témoignages, c'est pas mon trip habituellement. Par contre, ici, c'est tellement plus que ça, cette œuvre-là. Genre, c'est un autre niveau. Le point de départ, c'est un témoignage. C'est le témoignage de l'autrice-narratrice qui nous raconte sa relation abusive, violente avec son ancienne copine, celle qu'elle appelle la femme de la maison rêvée. À ce moment-là, elle était étudiante, elle avait très très peu confiance en elle, elle avait des inquiétudes par rapport à son corps et elle se demandait pourquoi cette fille-là, si libre, si belle, si fabuleuse, s'intéressait à elle. Au début, il y avait une relation passionnelle, sexy as hell, sauf que rapidement, ça va quand même mal tourner. Et ça sera pas si simple pour l'autrice de sortir de là parce que quand la violence est pas juste physique, quand c'est autre chose, c'est encore plus dur à voir. Et quand c'est une femme qui est violente avec une autre femme, on dirait qu'encore une fois, les repères sont différents. Donc oui, on va avoir des épisodes de cette histoire-là, mais c'est aussi un essai sur la violence dans les relations queer, notamment dans les relations lesbiennes, puis elle va nous expliquer comment c'est difficile de comprendre ce qu'elle vit, parce que des modèles, elle en a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup de représentation non plus dans la fiction, dans la non-fiction, bref, elle se sentait un peu seule au monde dans tout ça, et ça remet sur le plancher toute l'importance de la représentation des différentes situations dans les œuvres, certes dans les livres, mais aussi dans toute la pop culture. Cette réflexion-là, elle m'a beaucoup plu parce qu'elle est très nuancée, puis elle parle aussi du fait que c'est important de représenter les personnes queer dans toute leur imperfection et dans leur diversité parce qu'ils sont pas toutes pareilles. Puis des fois, c'est difficile d'en sortir dans la culture très très pop, très très générale. Puis moi, vous savez, ce qui m'énerve, c'est le misérabilisme. Ici, l'impact de cette violence-là, il n'est jamais minimisé, mais on n'est jamais dans le misérabilisme. On n'est jamais dans le tire-larme, dans « Oh, plaignez-moi, je fais pitié ». On n'est pas là. On est dans une réflexion qui est ailleurs et que je vais me faire ramasser pour ce que je viens de dire. Et surtout, c'est fait avec
panache, avec un style, mais un style, c'est fabuleux. C'est très référencé scientifiquement, mais c'est bourré de références qui sont pas toujours expliquées. J'aime ça quand c'est pas toujours expliqué. Il y en a partout. Partout, chaque chapitre est fait avec un style différent. Ce sont des très très courtes vignettes inspirées d'un genre ou d'un thème. Bref, c'est vraiment bien écrit. La plume, elle est imagée. C'est un essai que j'ai adoré et je veux tout lire de cette autrice maintenant. Ça commence bien, hein? Trouvez-vous que ça commence bien, mes lectures? On continue avec Antastasia. Chez elle, j'avais repéré White Sargasso Sea de Jean Rhys, que j'ai en 2 exemplaires. C'est-tu Rhys ou Rice? Je sais pas. En tout cas, je l'ai 2 fois, puis je l'ai pas lu. Vous allez voir que je l'ai pas lu. The Keeper of the House de Shirley Ann Grau et Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. On va aller voir ce que Antastasia en disait. The God of Small Things d'Arundhati Roy, qui est une autrice indienne. Le style époustouflant, ça m'a rappelé Nabokov, entre autres. C'était de magnifiques descriptions, une polyphonie incroyable, des jeux de mots, des jeux s'appuyant sur la linguistique, l'intertextualité, les différentes langues présentes dans le roman. Et puis des personnages qui sont presque absolus d'une certaine manière, des considérations politiques extrêmement bien traitées, une gradation de l'émotion et de l'intensité. Enfin, vraiment, j'ai adoré. C'est un roman qui m'a aussi fait pleurer. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis allée en Inde cet automne. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos que personne n'a regardées, mais c'est pas grave parce que ça me fait des fabuleux souvenirs de voyage. Alors, j'ai quelques références par rapport à la culture indienne. Bon, ici, ça se passe dans le Kerala. C'est super loin de là où je suis allée. Moi, je suis restée en Inde du Nord. Mais quand même, quand t'es allé là et que t'as vu l'importance que prenaient certaines choses, tu peux pas voir les choses de la même façon dans leur littérature. Il y a un petit quelque chose d'autre. Le Dieu des petits riens, c'est une saga familiale. On va raconter la vie de la famille sur 3 générations, mais on prend l'histoire en plein milieu. Donc, ça m'a pris un petit bout de temps avant de vraiment rentrer dedans. En fait, j'ai besoin de me faire ma place dans cette histoire-là parce que tout le monde semblait placé, puis moi, je savais pas trop où regarder. Par contre, une fois qu'on est dedans, j'ai adoré ça. C'était vraiment une excellente lecture. Je suis pas variée, hein, dans cette vidéo-là, on dirait que j'aime tout. Ça va pas bien. En fait, oui, ça va bien. Pour moi, ça va bien. Pour vous, c'est peut-être un petit peu plate. Mais pour moi, ça va très bien. On va donc rencontrer Raël et Esta, qui sont des faux jumeaux, un garçon, une fille, mais pour eux, ils n'ont qu'une seule âme. Ils habitent dans un petit village avec leur mère Amma, avec leur oncle, un chef d'entreprise qui est devenu communiste parce que ça fitait mieux avec ses affaires. Je pense qu'il y croit, mais en tout cas. Dans la maison, il y a aussi une grand-maman aveugle et leur petite grand-tante, Baby Kuchama. C'est une ancienne bonne sœur qui est sortie des ordres parce qu'elle était en amour avec un prêtre irlandais. Puis je pense qu'elle est encore en amour avec. Elle va pas bien. Elle est enrageante des fois. On s'entend, ce type de narration-là, passé-présent, qui se balade dans le temps, c'est tout ce que j'aime. On dirait que j'aime voir l'inexorable arriver. Moi, je sais ce qui va arriver, mais eux, ils savent pas. Puis là, tu vas se diriger vers le précipice. Tu fais non. On dirait que c'est de la nostalgie d'avance. J'adore ça. C'est con. Parce que l'histoire terrible est arrivée 23 ans avant. Et nous, on sait que suite à ça, Esta va être renvoyée à l'expéditeur. Et on sait que Sophie Moll, la cousine, va mourir. On sait tout ça, mais eux, non. Puis on les regarde aller, puis on aurait le goût de leur crier non. Mais on peut pas, mais hein, vous voyez. Tout près de la maison de cette famille-là habite un jeune homme, c'est un intouchable, mais il est intelligent, il est drôle, il s'occupe des enfants. Sauf que les relations entre touchables et intouchables, pas tant quand même. Et ça permet toute une réflexion sur le système des castes, une façon de voir les inégalités, de voir comment ces gens-là sont traités. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ces croyances-là sont internalisées. Des fois, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, les personnages, mais on comprend pourquoi ils le font parce que c'est tellement ancré dans eux-mêmes. Donc, oui, ça parle de ça, mais pour moi, c'est surtout un roman sur la perte de l'innocence. Quand tu as 8 ans, tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Tu sais pas qui tu peux aimer, tu sais pas jusqu'à quel point tu peux l'aimer. Tu réalises pas non plus quel risque tu es en train de prendre en parlant à cette personne ou en faisant telle chose. Ils voient pas. Donc, c'est hyper intéressant de confronter leur regard qui est assez naïf au nôtre qui l'est peut-être un peu moins, sur le monde, sur leur famille, bref, sur tout ce qui les entoure. Et entre les jumeaux, il y a un jeu de langage, un langage un peu inventé avec l'anglais qui est la langue du colonisateur. Donc, on a tout ça aussi en arrière-plan, mais c'est une histoire si romanesque. On veut savoir ce qui va arriver à ces personnages-là. Puis des fois, on a le goût de leur faire un gros colleux, d'autres fois, on a le goût de les secouer, de les taper même. Et en fait, ça m'a ramené un petit peu en Inde, ça m'a donné le goût de relire de la littérature indienne. J'ai d'ailleurs acheté un autre truc sur le thème, en fait pas sur le thème, mais un truc indien. Et c'était une excellente recommandation.
Dernière booktubeuse de cette vidéo, on parle de Misère pourpre et chez elle, j'avais repéré Zéphyr Alabama, à la banane tant qu'à y être, Zéphyr Alabama de Robert McCammon, Magic Charlie de Audrey Alouette, ainsi que La laveuse de mort de Sarah Omar. Zéphyr Alabama, c'est la 3e année qu'il est dans ces listes-là. Et me croyez-vous que je l'ai pas encore lu? C'est une histoire de famille, c'est une histoire aussi de deuil, d'amitié, d'amour, de quête, de sens, mais aussi de quête de soi, et ce, à travers et la famille et les autres. C'est, à mon sens, une trilogie jeunesse qui est absolument parfaite et intelligent. Encore une fois, c'est fait avec beaucoup de sensibilité. C'est hyper bien fait. Il y a des notions fondamentales qui sont apportées d'une manière tellement compréhensible, lisible, que je trouve que c'en est impactant sans te le mettre dans la tronche, genre voilà le propos sous-jacent. Non, c'est tellement subtil, c'est tellement bien fait, c'est... Donc, Magic Charlie. J'avais besoin d'un peu de jeunesse, d'un peu de légèreté dans toutes ces lectures éminemment intéressantes et éminemment lourdes, je déparle. J'ai donc choisi de commencer cette petite série qui est très jeunesse, même pas young adult, là, on est en jeunesse. Je l'ai donc lu avec mon regard de jeune ado et ça m'a bien plu. On a donc Charlie. Charlie, il a 14 ans. Il habite avec sa mère, sa meilleure amie, c'est la rebelle de l'école. Mais un jour, ils reçoivent un message qui dit « Votre grand-mère qui est disparue là, il y a 5 ans, en fait, ta grand-mère qui est disparue il y a 5 ans, ben, elle est revenue, mais elle n'a plus aucune mémoire. En fait, elle se souvient même pas vraiment de lui. Mais nous, à cause du prologue, nous savons que sa grand-mère était magicière. Et on va réaliser assez rapidement que Charlie, il n'aura pas ben le choix de plonger dans cet univers-là également. C'est une très belle entrée en matière pour ce roman jeunesse-là. C'est plein de merveilleux, plein d'imagination. Ça parle d'amitié, ça parle de relations familiales, tous les thèmes qui sont super importants à cet âge-là. Comme souvent dans ce type de roman-là, on a un jeune homme qui débarque dans un univers qu'il ne connaissait pas et dont il ne connaît pas les codes. Donc des gaffes, il va en faire. Dans cet univers-là, il faut pas trop causer de problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, surtout quand tu n'es pas le fils de. Il y a une vraie ségrégation dans tout ça, c'est très clair, c'est pas du tout caché. On a une académie corrompue et sa grand-mère était très célèbre, mais elle faisait des recettes puis des trucs un peu drôles, donc c'est pas de la magie assez high class pour ces hauts et puissants personnages. Sauf que, au-dessus du monde des magiciens, plane l'ombre d'un drôle de personnage, le cavalier, qui essaie de voler les souvenirs, surtout des gens qui s'opposent au régime. C'est louche, c'est louche. En entrant dans cet univers-là, il va rencontrer plusieurs personnages, notamment sa camarade de classe, Sapotille. Elle trouve tellement nono des fois. L'histoire, ça a un bon rythme, c'est enlevant, ça va garder les jeunes en haleine et les jeunes vintage également. En fait, il la rencontre pas, mais il la découvre à ce moment-là. Moi, je la trouve hilarante parce qu'elle en a vu d'autres. Et moi, ben, mon coup de cœur, c'est le chat et la serpillière. Ceux qui ont lu comprendront. Alors voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'ai du stock pour en tourner 2 autres déjà. J'ai lu genre 17 livres, 19? Ouais, 19 livres dans les listes de favoris. Mais là, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais aller commencer mon montage. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji, Je vois un robot là derrière. C'est un Dalek, mais c'est une sorte de robot. Faudrait pas qu'ils m'entendent les appeler robots, hein? Bref, un petit emoji robot pour me dire que vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin ou écouté si vous êtes comme moi et si vous écoutez les vidéos en faisant autre chose. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Mais ce que je préfère, ce sont les commentaires. Avez-vous lu certains de ces romans? Est-ce que ça aurait été votre choix dans ceux dont je vous ai parlé, dans les 3 là? Est-ce que c'est celui-là que vous auriez lu? Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!